Lors de la réunion de succession, ma sœur est entrée avec l'un des meilleurs avocats de Paris, déclarant avec assurance que la maison de 1,8 million d'euros laissée par nos parents était la sienne. C'est évident, dit-elle. Je me suis assise en silence et j'ai écouté. Jusqu'à ce que son avocat se tourne vers la dernière page du dossier, s'arrête quelques secondes, la voix tremblante. Puis me regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Lisez-le, a hurlé ma sœur. Il n'osait toujours pas lire. La réunion a commencé sans cérémonie, une tension s'installant instantanément alors que les papiers circulaient sur la table et que personne ne parlait. Je m'appelle Sophie Dubois. J'étais au milieu de la trentaine à l'époque, assise tranquillement alors que la réunion de succession commençait officiellement. Nous nous étions rassemblés pour diviser ce que mes parents avaient laissé. Pourtant, la conversation n'a jamais semblé partagée. Dès l'instant où ma sœur aînée est entrée avec un avocat à ses côtés, le ton a changé. Elle ne posait pas de questions ni ne cherchait de réaction. Elle est allée droit à la conclusion, parlant avec une certitude qui laissait peu de place au désaccord. C'est simple, dit-elle en posant un dossier sur la table. La maison m'appartient. Personne ne l'a interrompu. L'avocat a commencé à lire le document, sa voix égale et contrôlée alors qu'il parcourait les clauses principales relatives à la propriété, à l'autorité et aux décisions finales. Chaque ligne semblait délibérée, prononcée avec la confiance de quelqu'un qui s'attend à ce que la discussion se termine avant même d'avoir vraiment commencé. Je l'ai regardé s'adosser à sa chaise, son regard balayait la pièce, et la façon dont les papiers étaient utilisés pour affirmer son contrôle plutôt que pour inviter à l'explication. Au lieu de répondre ou de demander des éclaircissements, je suis resté où j'étais et j'ai suivi la manière dont la réunion était menée, prêtant plus d'attention à la structure de l'échange qu'aux mots eux-mêmes. Lorsque l'avocat a atteint la section finale, son rythme a ralenti. Il a tourné la page et s'est arrêté plus longtemps que nécessaire, sa poigne se resserrant sur le dossier, laissant le silence s'étirer d'une manière qui semblait intentionnelle. « Quel est le problème » a demandé sèchement ma sœur. « Lisez-le. » Il a hésité. Elle s'est penchée en avant, l'impatience perçant à travers son calme antérieur alors que sa voix s'élevait. « C'est pour ça que vous êtes payé. Lisez-le. » Quelque chose dans cette pause a modifié l'atmosphère de la pièce, même si rien n'avait encore été expliqué. Si vous voulez comprendre pourquoi ce moment était important et ce qui a suivi lorsque la réunion a continué, restez avec moi. La raison vient plus tard, et elle change la fin de cette histoire. Avant d'aller plus loin, laissez un commentaire avec l'heure à laquelle vous regardez et votre ville. Cela m'aide à comprendre jusqu'où cette histoire a voyagé. L'appel est arrivé tard dans la nuit, juste au moment où j'étais assise à la table de la cuisine, essayant de terminer de petites tâches qui semblaient soudainement plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. Mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu, et la voix à l'autre bout du fil parlait avec précaution, choisissant chaque mot d'une manière qui signalait immédiatement que ce n'était pas un appel de routine. « Je suis désolé de devoir vous annoncer cela, » a dit l'homme, son ton stable mais retenu. « Vos parents ont été impliqués dans un accident de la route plus tôt ce soir. » Le reste de l'explication m'est parvenu par fragments plutôt que comme une image complète. J'ai posé la même question plus d'une fois sans m'en rendre compte, puis j'ai eu du mal à suivre les instructions sur l'endroit où je devais aller et qui m'attendrait. Des décisions simples qui ne demandaient normalement aucun effort, comme quoi emporter ou quel numéro appeler ensuite, me semblaient étrangement hors de portée. Et je suis resté à table longtemps après la fin de l'appel, fixant mon téléphone tout en essayant de comprendre ce qui venait de changer. Au moment où je suis arrivé à l'hôpital, tout avait déjà été confirmé par des documents et de brèves conversations. Ma mère et mon père étaient partis, sans aucune possibilité de poser des questions, d'obtenir des explications ou des derniers mots qui auraient pu apaiser le choc. Une infirmière se tenait à côté de moi et a dit doucement « Nous avons fait tout ce que nous pouvions », avant de me guider à travers des formulaires qui nécessitaient des signatures que je me souviens à peine avoir apposées. Les jours qui ont suivi ont avancé, que je sois prête ou non. Les funérailles ont été organisées rapidement, entourées de parents et de visages familiers qui essayaient d'aider sans savoir comment. Les conversations se concentraient sur les horaires, la logistique et les arrangements, tandis que je luttais pour rester assez attentive pour suivre ce qui se disait. Le deuil ne s'est pas manifesté comme une émotion spectaculaire, mais comme une incapacité à me concentrer sur les responsabilités ordinaires qui semblaient autrefois automatiques. Pendant cette période, ma sœur aînée, Isabelle, a endossé un rôle qui est rapidement devenu visible pour tout le monde. Elle a contacté le salon funéraire, a retourné les appels qui n'arrêtaient pas d'arriver,
et à parler avec des gens qui posaient des questions que je ne pouvais pas encore traiter. Quand elle m'a vu hésiter en tenant le téléphone, elle me l'a pris des mains et a dit « Je m'en occupe pour l'instant. Tu n'as pas besoin de gérer ça. » De l'extérieur, ces actions semblaient responsables et nécessaires, et à ce moment-là, je les ai acceptées de cette façon. Je n'avais pas l'énergie de remettre quoi que ce soit en question, et voir quelqu'un d'autre gérer les détails ressemblait à un soulagement plutôt qu'à une intrusion. Lorsqu'un parent a posé une question sur les documents plus tard dans l'après-midi, Isabelle a répondu calmement « Nous gérons les choses étape par étape. Il n'y a pas d'urgence. » Alors que les arrangements étaient encore en cours de finalisation, j'ai remarqué à quel point il était difficile de me concentrer, même sur de petites décisions. Choisir des vêtements, répondre à des messages ou signer des documents de base demandait plus de concentration que je ne pouvais en fournir, et je demandais souvent aux gens de répéter des informations qu'ils venaient de me donner. Le deuil se manifestait par la déconnexion plutôt que par les larmes, me laissant physiquement présente, mais mentalement ailleurs. À ce stade, les pensées sur l'argent ou l'héritage ne me traversaient pas l'esprit. Ma priorité était de passer chaque journée sans prendre une décision que je regretterais plus tard, même si je n'avais aucune idée de ce à quoi ces regrets pourraient finalement ressembler. Lorsqu'Isabelle a mentionné qu'elle avait contacté un avocat pour aider à organiser les documents, elle l'a présenté comme une nécessité pratique plutôt que comme une affaire financière. C'est juste pour garder les choses en ordre, a-t-elle dit, et j'ai hoché la tête sans poser de questions. Alors que les funérailles se terminaient et que les gens retournaient à leur routine, la structure autour de nous a changé. Moins de visiteurs passaient, moins d'appels prenaient des nouvelles, et le silence qui a suivi semblait plus lourd que l'activité qui l'avait précédé. Isabelle a continué à gérer les tâches de suivi liées aux documents et à la correspondance pendant que je me concentrais sur l'adaptation à l'absence qui façonnait maintenant ma vie quotidienne. À la fin de cette semaine, la famille était passée du choc initial à une phase plus calme où les responsabilités exigeaient toujours de l'attention, même si le poids émotionnel ne s'était pas allégé. Rien n'avait encore été discuté ouvertement, mais des décisions commençaient à prendre forme sous la surface, et les rôles au sein de la famille s'installaient déjà dans des schémas qui auraient de l'importance plus tard. 2 semaines après les funérailles, la vie quotidienne semblait encore instable. Pourtant, les tâches à accomplir continuaient de faire surface, que l'on se sente prêt ou non. Les membres de la famille ont commencé à se réunir plus souvent, généralement pour discuter des documents, des horaires et des appels de suivi. Les conversations étaient plus calmes qu'auparavant, mais elles n'étaient pas confortables, et rien en elles ne semblait temporaire. Isabelle a commencé à conserver tous les documents relatifs à la maison et à d'autres questions en un seul endroit, expliquant que ce serait plus rapide si une seule personne s'occupait des documents au lieu de les faire circuler. Elle a rassemblé les registres de propriété, la correspondance des institutions, les relevés de comptes et les copies de certificats dans un épais classeur qui restait avec elle chaque fois que la famille se réunissait. Quand je demandais où se trouvait un document spécifique, elle répondait immédiatement « Je l'ai ». Garder tout ensemble évite des problèmes inutiles. Avec le temps, toute la communication avec l'avocat a commencé à passer par Isabelle. Les appels étaient programmés en fonction de sa disponibilité. Les messages n'étaient retournés qu'après qu'elle les ait examinés, et les questions des parents recevaient souvent une réponse avant que quiconque ait eu la chance de parler. Lorsque quelqu'un demandait si un document devait être signé immédiatement, Isabelle répondait sans hésitation. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Cette partie a déjà été réglée. L'échange se terminait là, sans discussion de suivi. Chaque fois que des procédures étaient évoquées, Isabelle réorientait la conversation vers une conclusion rapide. Elle disait que les retards ne faisaient que créer plus de complications et insistait sur le fait que clore les affaires plus tôt serait bénéfique pour tout le monde. Au cours d'une discussion, elle a tapoté le bord du classeur et a dit « Plus vite ce sera fait, plus ce sera facile pour nous tous ». La déclaration semblait raisonnable, mais l'entendre répéter si souvent a commencé à se démarquer. Même les conversations qui ne commençaient pas par les documents avaient tendance à revenir au délai et à l'achèvement. Lorsque l'avocat a mentionné qu'il pourrait y avoir quelques options valant la peine d'être examinées, Isabelle l'a interrompu et a dit « Nous n'avons pas besoin de tout revoir. Avançons simplement ». Le sujet a changé immédiatement, et personne ne l'a contesté. Les autres membres de la famille semblaient choisir la distance plutôt que l'engagement. Certains évitaient le contact visuel lorsqu'Isabelle parlait. D'autres hochaient brièvement la tête, et quelques-uns quittaient les réunions plus tôt que prévu. Personne n'était ouvertement d'accord ou en désaccord, mais le manque de réponse a permis à Isabelle de continuer à tout diriger sans résistance.
J'ai commencé à prêter une attention plus particulière aux petits détails qui auraient pu passer inaperçus auparavant. J'ai remarqué qui décidait des heures de réunion, qui parlait en premier lors des appels, et à quelle vitesse certains sujets étaient clos. Je n'ai pas interrompu ni remis en question ces moments, en partie parce que je n'avais aucune raison concrète de m'y opposer, et en partie parce que je voulais être sûr de ce que je voyais. À un moment donné, j'ai posé une question sur un document qu'on ne m'avait pas montré. Isabelle m'a regardé et a dit, « Ce ne sont que des documents standards. Il n'y a rien que tu aies besoin d'examiner. » Son ton était calme, pas défensif, mais il ne laissait aucune ouverture pour une conversation plus approfondie. J'ai hoché la tête et laissé tomber l'affaire, consciente que insister sur le sujet changerait l'atmosphère d'une manière que je n'étais pas prête à gérer. Les réunions se sont poursuivies de la même manière. Les tâches étaient accomplies, les appels étaient passés, et les informations circulaient par un seul canal. Je suis restée présente, écoutant plus que je ne parlais, notant comment les décisions étaient présentées comme réglées avant d'être ouvertement discutées. Je n'ai pas cherché de confirmation ailleurs ni soulevé de préoccupation à ce stade. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le fait de me souvenir de ce qui était dit, comment c'était dit, et quand les discussions se terminaient plus tôt que prévu. Rien n'avait encore été décidé devant moi, mais des schémas se formaient. Je suis restée observatrice, collectant tranquillement des détails, comprenant que réagir trop tôt en dirait plus sur ma position que sur la situation elle-même. Environ un mois plus tard, les courses de routine ont lentement comblé les espaces vides laissés par le deuil, et un après-midi m'a conduite à une conversation inattendue qui est restée avec moi longtemps après sa fin. J'ai rencontré par hasard Marguerite Lefebvre, une connaissance de longue date de la famille que je n'avais pas vue depuis des années, en faisant la queue lors d'un arrêt ordinaire qui n'avait rien à voir avec des questions juridiques ou des discussions familiales. Le cadre était suffisamment informel pour qu'aucune de nous ne baisse la voix, et l'échange semblait improvisé plutôt que délibéré. Marguerite m'a reconnu la première et m'a demandé comment je m'en sortais. Son ton était stable et respectueux, sans la sympathie prudente que la plupart des gens utilisaient en mentionnant mes parents. Nous avons brièvement parlé de choses pratiques, les horaires de travail et la vitesse à laquelle le temps avait passé depuis les funérailles. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, observant mes réactions plutôt que de presser pour obtenir des détails. Après une courte pause, elle s'est penchée un peu plus près et a dit, « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, mais je veux dire quelque chose que vous devriez vous rappeler. » J'ai hoché la tête sans répondre, incertaine de la direction que prenait la conversation. Marguerite a continué, « Soyez prudente avec tous les documents qu'on vous demande de signer, même s'ils semblent routiniers. » Sa voix ne portait pas d'urgence, mais elle portait une certitude. Quand j'ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a légèrement secoué la tête et a répondu, « Je ne suis pas ici pour expliquer des situations ou pointer du doigt. Je vous dis seulement de tout lire vous-même. » L'avertissement était bref, mais il a changé la façon dont j'ai écouté tout ce qui a suivi. Marguerite n'a pas offert d'exemple ni d'histoire, et elle n'a pas mentionné ma sœur ni aucune affaire familiale récente. Au lieu de cela, elle a ajouté une dernière phrase, prononcée calmement et sans emphase. Une fois que quelque chose est signé, le corriger plus tard devient beaucoup plus difficile. Après cela, elle a changé de sujet et a demandé si je prévoyais de rester dans la région beaucoup plus longtemps. Nous nous sommes séparés peu de temps après, et je n'ai pas parlé à Isabelle de cette rencontre. Je n'ai pas mentionné le nom de Marguerite lors des appels familiaux, ni n'ai évoqué ce conseil avec qui que ce soit d'autre. Il n'y avait pas d'argument à avoir, pas d'accusation à faire, et aucune action immédiate à justifier. Pourtant, la conversation m'a suivi tout le reste de la journée, se rejouant dans les moments calmes. J'ai commencé à revoir la situation différemment, non pas en cherchant des signes spectaculaires, mais en remarquant ce qui était déjà devenu familier. Isabelle continuait de gérer toute la correspondance et restait le point de contact pour tout ce qui concernait les documents. Les réunions se déroulaient rapidement, et les documents étaient souvent résumés plutôt que partagés. Rien d'ouvertement inapproprié ne se produisait, mais le rythme laissait peu de place à un examen indépendant. Cette nuit-là, j'ai sorti les quelques copies de dossiers auxquels j'avais accès et je les ai lus attentivement, en prêtant attention au langage plutôt qu'aux conclusions. J'ai pris des notes pour moi-même, marquant les termes que je ne comprenais pas entièrement et les sections qui faisaient référence à des documents supplémentaires que je n'avais pas vus. Ce processus ne semblait pas conflictuel, mais il semblait nécessaire. J'ai également cherché des informations de base sur les procédures de succession par moi-même, en me concentrant sur les étapes générales plutôt que sur des résultats spécifiques. Je n'ai pas contacté d'avocat ni cherché de conseils à ce stade. Au lieu de cela,
Je voulais comprendre le cadre suffisamment bien pour reconnaître quand quelque chose en sortait. L'avertissement de Marguerite ne m'avait pas donné de réponse, mais il avait changé ma position. Je n'attendais plus d'être informé. Je prêtais attention avec un objectif précis, consciente que la clarté n'arriverait pas d'elle-même. La responsabilité de comprendre ce qui m'attendait était tranquillement passée entre mes mains, et j'étais prête à la porter sans annoncer ce changement à qui que ce soit d'autre. Une semaine plus tard, un sentiment d'urgence tranquille s'est installé, non pas motivé par la peur, mais par la nécessité de comprendre ce qui avait déjà été mis en mouvement. J'ai commencé à accéder à d'anciens dossiers relatifs à la maison et à d'autres actifs par des canaux officiels qui m'étaient accessibles en tant que bénéficiaire, en m'assurant que chaque demande suivait la procédure standard et n'impliquait pas Isabelle. Je n'ai pas annoncé ce que je faisais ni n'y ai fait allusion lors des appels familiaux, car attirer l'attention trop tôt n'aurait fait que restreindre mon accès et changer la façon dont les informations me parvenaient. Le premier ensemble de documents provenait des archives départementales, des registres de propriété de routine qui montraient la maison telle qu'elle existait sur papier depuis des années. Je les ai comparés ligne par ligne avec les copies qu'Isabelle avait fait circuler après les funérailles, en me concentrant sur les annexes plutôt que sur les résumés. À première vue, les changements semblaient mineurs, principalement du formatage et des références mises à jour. Pourtant, les dates attachées à certaines révisions se sont démarquées. Quelques amendements avaient été déposés après les funérailles, ce qui en soi n'était pas illégal, mais le moment soulevait des questions qui n'avaient été abordées dans aucune discussion familiale. J'ai contacté un greffier pour clarifier les détails de la procédure, en gardant mes questions neutres et spécifiques. Je cherche à confirmer quand ces addendas ont été soumis et si des versions antérieures sont toujours archivées, ai-je dit, en choisissant mes mots avec soin. Le greffier a répondu sans hésitation, expliquant le processus standard et ajoutant, s'il y avait une version précédente, elle devrait être archivée à moins d'avoir été formellement retirée. Cette confirmation m'a donné une voix plus claire sans révéler mon intention. En examinant les fichiers archivés, une clause est apparue qui n'avait jamais été mentionnée dans les conversations menées par Isabelle. Elle décrivait les conditions dans lesquelles la propriété pouvait être réattribuée si certaines étapes étaient accomplies dans un délai défini après un décès. Le langage était précis, non caché, mais facile à ignorer si l'on se fiait uniquement aux explications verbales. Je l'ai lu plusieurs fois, non pas pour sauter aux conclusions, mais pour comprendre exactement comment elle fonctionnait dans le document plus large. J'ai contacté un bureau d'archives indépendant pour vérifier la cohérence entre les versions, en me présentant simplement comme quelqu'un qui vérifiait des documents. Je ne conteste rien, ai-je dit pendant l'appel. J'ai juste besoin de confirmer que cette clause apparaît inchangée dans tous les dépôts. La réponse fut mesurée. D'après ce que je vois, la clause elle-même est originale, mais son application dépend de la manière dont les documents ultérieurs y font référence. Cette distinction importait plus que je ne l'avais prévu. Vers la fin de la semaine, j'ai demandé une dernière confirmation, cette fois concernant les exigences de notification liées à cette clause négligée. Cela nécessite-t-il l'accusé de réception de tous les bénéficiaires, ou peut-il procéder sans consentement explicite, ai-je demandé. La réponse est venue après une pause. Le consentement est implicite seulement si certaines notifications sont correctement documentées, a dit le représentant, prudent de ne pas donner d'opinion. Cette seule phrase justifiait le temps que j'avais passé à creuser. Ce soir-là, j'ai fermé le dossier sans intention de confronter qui que ce soit pour le moment. Ce que j'avais rassemblé n'était pas une accusation ou une défense, mais une préparation. Je comprenais maintenant que la prochaine réunion ne porterait pas sur la persuasion ou l'émotion. Il s'agirait de timing, de documentation, et de savoir qui entrerait dans la pièce pleinement informé. La veille de la réunion, la confiance qu'Isabelle portait discrètement depuis des semaines est devenue quelque chose qu'elle affichait ouvertement devant tout le monde. Elle parlait lors d'appels de groupe comme si le résultat avait déjà été enregistré quelque part d'officiel, se référant à la réunion au passé plutôt qu'à quelque chose qui devait encore avoir lieu. Lorsque les parents posaient des questions de procédure, elle répondait rapidement, présentant chaque réponse comme une affaire réglée plutôt qu'une question encore à l'étude. Il n'y a vraiment plus rien à décider, a-t-elle dit lors d'un appel, son ton mesuré mais ferme. Demain n'est qu'une formalité pour que tout puisse avancer. Ses commentaires ont subtilement changé lorsque l'attention s'est tournée vers moi. Elle n'a pas mentionné mon nom directement au début, choisissant plutôt de parler en termes généraux qui rendaient le message clair sans confrontation. Certaines personnes n'aiment pas la paperasse, a-t-elle dit, s'arrêtant assez longtemps pour que l'implication s'installe. C'est pourquoi il est utile d'avoir quelqu'un qui comprend comment ces choses fonctionnent.
La distance qu'elle créait par le langage semblait intentionnelle, renforçant une hiérarchie qu'elle supposait que tout le monde acceptait. Plus tard dans l'après-midi, un message est arrivé de son avocat, marqué comme document de référence pour la réunion. L'objet suggérait une préparation de routine, mais les pièces jointes racontaient une histoire plus spécifique. Le document résumait les résultats anticipés, décrivant les transitions de propriété comme des conclusions attendues plutôt que des possibilités. Il n'y avait aucune demande de retour, seulement une présomption d'alignement. J'ai lu chaque page, les comparant soigneusement au dossier que j'avais déjà examiné de mon côté. L'alignement était précis. Chaque clause que j'avais signalée plus tôt apparaissait exactement comme je m'en souvenais, bien que l'accent ait été réarrangé pour détourner l'attention des conditions clés. L'omission n'était pas accidentelle. Elle exigeait du lecteur de se fier à l'explication au lieu de la vérification. J'ai immédiatement reconnu la stratégie, non pas parce qu'elle était astucieuse, mais parce qu'elle dépendait de la rapidité de tous les autres. Isabelle a appelé plus tard dans la soirée, sa voix calme et presque cordiale. « Je voulais juste m'assurer que tu avais vu les documents, a-t-elle dit, comme si elle offrait de l'aide plutôt qu'une surveillance. Quand j'ai confirmé que je les avais reçus, elle a poursuivi, ça devrait te faciliter la tâche demain. Il n'y aura pas grand-chose à revoir. J'ai répondu sans ajouter de détails, limitant mes mots à la confirmation de ma présence. Il n'y avait aucun avantage à corriger ses suppositions ou à contester son récit avant la réunion elle-même. Après la fin de l'appel, je suis retourné au document une dernière fois, non pas pour chercher de nouvelles informations, mais pour confirmer la cohérence. Le langage tenait. Les délais correspondaient. La condition qu'Isabelle n'avait jamais mentionnée restait intégrée exactement là où elle devait être. J'ai organisé mes copies, les plaçant soigneusement dans l'ordre où elles seraient naturellement lues plutôt que dans l'ordre qu'elle avait présenté. La préparation à ce stade signifiait clarté, pas confrontation. Un autre message est arrivé peu avant la tombée de la nuit. Celui-ci était adressé à la famille dans son ensemble. Isabelle écrivait qu'elle arriverait tôt pour aider à rationaliser la discussion, ajoutant « Laissons les émotions de côté pour que nous puissions finir rapidement ». La formulation semblait raisonnable en surface, mais elle positionnait tout désaccord comme une perturbation inutile plutôt qu'une préoccupation légitime. Je l'ai lu une fois, puis j'ai mis mon téléphone de côté sans répondre. Alors que la soirée s'installait, j'ai réfléchi à savoir si le silence pourrait être pris pour de l'incertitude. C'était possible, mais l'alternative aurait introduit des questions auxquelles je n'avais pas encore besoin de réponse. La réunion était programmée. Les documents étaient finalisés. Chaque supposition qu'Isabelle faisait dépendait d'une chose qu'elle ne pouvait pas contrôler, à quel point le matériel serait lu attentivement une fois présenté en entier. J'ai confirmé mon calendrier, préparé les dossiers que j'avais l'intention d'apporter, puis tout fermé pour la nuit. Il n'y avait aucun avantage à répéter des conversations qui pourraient ne jamais avoir lieu. La seule chose qui importait était de se présenter préparé sans réagir à la pression qu'Isabelle avait appliquée avec tant d'assurance. La tension ne venait pas de la peur de ce qui pourrait être dit demain, mais de savoir exactement quand ce serait dit et par qui. Ce matin-là, la réunion s'est installée dans un rythme tranquille qui semblait répété, avec tout le monde assis et les documents disposés comme si rien d'inattendu ne pouvait encore survenir. L'avocat a commencé à lire le dossier dans l'ordre, passant régulièrement du langage préliminaire aux dispositions sur la propriété. Son ton est resté neutre et précis, le genre utilisé lorsque chaque mot a un poids juridique. Isabelle suivait attentivement, hochant parfois la tête lorsque des sections correspondaient à ce qu'elle avait déjà dit à la famille. Lorsqu'il faisait référence à des dépôts antérieurs, elle s'adossait légèrement, assez confiante pour laisser le processus parler pour elle. Alors que la lecture se poursuivait, la pièce s'est détendue. Quelques parents ont jeté un coup d'œil à leur téléphone ou se sont agités sur leur chaise, supposant que les pages restantes étaient procédurales. Puis l'avocat a atteint la dernière page. Il s'est arrêté, non pas brusquement, bu assez longtemps pour que le silence soit perçu comme délibéré plutôt qu'accidentel. Ses yeux sont restés fixés sur le texte, et sa main reposait à plat sur le papier comme pour se stabiliser avant de continuer. Isabelle l'a remarqué immédiatement. « Pourquoi vous êtes-vous arrêté ?» a-t-elle demandé. « Vous pouvez continuer à lire. » L'avocat a hésité. « Cette section requiert de l'attention, » a-t-il dit avec précaution, sans lever les yeux. « Il n'y a rien de nouveau là-dedans, » a répondu Isabelle. « Lisez-le. » Comme il ne reprenait pas, sa patience a cédé. « C'est une perte de temps, a-t-elle dit.
Nous connaissons déjà le résultat. Lisez la dernière clause. L'avocat a fermé le dossier à moitié, puis a levé les yeux. Je ne peux pas résumer cela sans aborder les conditions qui y sont attachées, a-t-il dit. Cela a suffi pour qu'Isabelle tende la main sur la table, tire le dossier vers elle et l'ouvre en grand. Je vais le lire, dit-elle. Elle a parcouru le paragraphe rapidement d'abord, puis a ralenti. La clause était écrite simplement, sans emphase, mais sa signification était spécifique. Elle stipulait que la maison familiale ne pouvait être transférée en propriété exclusive que si un bénéficiaire pouvait documenter une résidence continue à la propriété pendant la période requise, ainsi que la responsabilité vérifiée pour les impôts fonciers, l'assurance et les frais d'entretien pendant cette même période. À défaut, la propriété restait en copropriété, sans qu'aucun individu ne détienne de revendication ou d'autorité exclusive. Isabelle a relu la phrase, cette fois à voix haute, s'arrêtant aux expressions « résidence documentée » et « responsabilité financière vérifiée ». Sa voix s'est tendue. « Cela ne s'applique pas à moi », dit-elle en levant les yeux. « J'ai géré la paperasse. » L'avocat a légèrement secoué la tête. « La clause s'applique à toute personne revendiquant la propriété exclusive », a-t-il dit. Elle ne devient effective que lorsque les pièces justificatives sont formellement déposées. Ces documents n'étaient pas inclus dans le dossier que vous avez soumis. J'ai posé mon dossier sur la table, puis je l'ai fait glisser vers l'avant sans parler au début. À l'intérieur se trouvaient des copies des reçus d'impôts fonciers émis à mon nom, des polices d'assurance habitation continue, et une vérification de résidence certifiée de la préfecture, toutes couvrant la période exacte spécifiée dans la clause. Les dates étaient claires. Les dépôts étaient complets. J'ai déposé ces documents auprès du département avant la date limite, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Ils ont confirmé que je remplissais toutes les conditions énumérées dans la clause finale. L'avocat a ouvert mon dossier et a examiné les documents, les comparant soigneusement avec le langage qu'il venait de lire. Il a vérifié les dates, les tampons officiels et les signatures. Aucune question n'était nécessaire. Quand il a relevé les yeux, le changement dans la pièce était indubitable. Avec ces dossiers, a-t-il dit en se tournant vers Isabelle, la clause est déclenchée. La propriété exclusive ne peut être transférée à aucune partie qui ne remplit pas les exigences de résidence et de responsabilité financière. Sur la base de la documentation fournie, ces conditions ont été remplies par elle. Isabelle a fixé la table. « Tu as agi dans mon dos », dit-elle doucement. « J'ai suivi les termes tels qu'ils sont écrits », ai-je répondu. La clause ne requiert pas de notification. Personne n'a interrompu après cela. Il n'y avait plus rien à discuter. Le résultat n'était plus une question de confiance ou de préparation, mais de conformité. Isabelle a fermé le dossier devant elle, plus lentement cette fois, comme si elle espérait que le texte pourrait changer une fois qu'il ne serait plus visible. L'avocat a suggéré une pause pour définir les prochaines étapes, mais la direction de la réunion avait déjà changé. Je suis restée silencieuse. Mon rôle s'est terminé au moment où les documents ont été vérifiés. L'autorité dans la pièce ne venait plus de celui qui parlait avec le plus d'assurance, mais de ce qui avait été prouvé, et le silence qui a suivi appartenait à la personne qui avait supposé que le moins de choses seraient remises en question. Des mois plus tard, les conséquences se sont mises en place de manière qui ne pouvait être ni inversée ni expliquée. Isabelle n'a pas fait face à quelque chose de spectaculaire ou de théâtral, mais le changement dans sa position était indubitable. Le dossier juridique reflétait maintenant ce qui s'était passé lors de la réunion, ce qui signifiait qu'elle n'avait plus d'autorité sur la maison ou sur toute décision connexe. Son avocat a cessé de retourner ses appels en quelques semaines, invoquant un mandat terminé et des conflits d'intérêts non résolus. Les membres de la famille élargie qui se référaient autrefois à ses opinions sont devenus distants, choisissant des conversations plus courtes ou évitant complètement les discussions lorsque son nom était mentionné. Les invitations se sont raréfiées, puis ont cessé, non pas parce que quelqu'un avait annoncé une rupture, mais parce que son influence s'était tranquillement dissoute. Au sein de la famille, l'ajustement a été inégal. Certains parents ont tenté de reprendre contact avec moi par des messages neutres ou des questions pratiques, espérant restaurer une version de la normalité qui n'existait plus. Je ne me suis pas engagé dans des disputes ou des explications. Je ne répondais qu'à ce qui était nécessaire, et lorsque les conversations dérivaient vers la réconciliation ou les appels émotionnels, je les laissais se terminer naturellement. Le silence est devenu une limite plutôt qu'une réaction. Avec le temps, cette limite a été comprise, même si elle n'était pas la bienvenue.
Ma propre vie a changé grâce à des choix délibérés qui n'avaient rien à voir avec le fait de prouver quelque chose. J'ai officialisé les questions de propriété, mis à jour mes plans financiers et séparé mes dossiers personnels de tout ce qui était lié au patrimoine familial. J'ai changé ma façon de gérer la communication, gardant tout documenté et professionnel, même en traitant avec des personnes en qui j'avais autrefois confiance. Les décisions qui semblaient autrefois lourdes sont devenues routinières une fois guidées par la clarté plutôt que par l'obligation. Je n'ai pas cherché de conclusion avec Isabelle, ni n'ai attendu d'excuses. Ce qui s'est passé n'exigeait pas de résolution émotionnelle pour être valide. Le résultat reposait sur des faits documentés et un processus légal, et c'était suffisant. Couper le contact ne s'est pas fait par colère ou déception. C'était une étape calculée, prise après avoir compris qu'un accès continu ne ferait que rouvrir un espace pour la manipulation. La distance est devenue un outil de stabilité, pas une punition. Avec le temps, la famille s'est adaptée à la réalité que je n'étais plus disponible comme je l'avais été autrefois. Il n'y a pas eu de confrontation spectaculaire ni de conversation finale. La séparation a été définie par la cohérence. Les appels n'ont pas été retournés. Les messages sont restés sans réponse. Les événements ont été manqués. Finalement, les attentes se sont ajustées. Pour quiconque écoute cette histoire, il y a une leçon à retenir. Les liens familiaux ne remplacent pas les accords écrits, et la confiance ne devrait jamais exister sans vérification lorsque des questions juridiques sont en jeu. Les limites ne sont pas des trahisons. Ce sont des protections. Comprendre ce que vous signez, ce dont vous héritez, et quelles conditions s'appliquent n'est pas de la méfiance. C'est être responsable. Le silence, la préparation et la documentation vous protègent.